Déjà, merci d'être là. On va parler un peu de Velero, un outil de sauvegarde. Et je vais expliquer un peu comment ça marche, etc. Donc, je me présente, moi je suis Rémi Vercher, je suis consultant chez Accenture, et plutôt sur tout ce qui est cloud natif. J'ai un profil plutôt Ops, et j'aime bien aider les devs à mettre en prod, et que ça reste en prod comme il faut. Je suis papa de 4 enfants, et je suis certifié autant de fois que j'ai d'enfants sur la partie cube. Voilà, vous pouvez me trouver sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux avec le nickname rvercher. Et cette présentation est disponible comme d'autres que je peux faire sur présentation.vercher.fr. Trop tard, la photo. Aujourd'hui, on est au DevOps Day. Il y a plein de sujets super intéressants, du GitOps, du CI/CD, de l'IBPF, des trucs de l'agilité, des trucs super cool, etc. Et moi, je vais vous parler de backup. Le backup, c'est pas le truc le plus DevOps du monde, mais bon, il en faut. Et en effet, quand on met en prod des applications sur Kubernetes, donc on a choisi, Thomas, de mettre tout en prod sur Kube, même si c'est pas forcément la bonne solution, il faut s'assurer que ça tourne. Et donc on va parler de ça. En effet, le backup, c'est pas forcément un truc super hype. Je sais pas si vous connaissez la superbe courbe de la hype. Moi, je le mets ici plutôt en bas à droite, dans le sens où c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça tourne, des fois bien, des fois moins bien, mais bon, ça existe. Et donc pourquoi je fais aujourd'hui ce talk-là, c'est que ça fait 1 an et demi que maintenant je suis à Accenture, je gère pour un client plusieurs clusters cube en prod, et puis on m'a dit, avant ça j'ai fait d'autres choses hors cube avec du backup aussi, j'ai vu plusieurs choses, et on m'a dit c'est génial, mais de sauvegarde de cube, il y a des outils qui existent, il y a Velero, tu mets Velero, merci, au revoir. Bon, on va regarder un peu comment ça marche. C'est pas si simple que ça, etc. Et puis je me suis dit, mais de toute façon, pourquoi on ferait du backup sur cube? Franchement, voilà, on a des applications stateless, c'est des manifestes YAML, il n'y a plus qu'à redéployer, on fait un cube apply, on a du GitOps, de l'Argo, du Flux, choisissez votre camp. Voilà, puis bon, Cube, on le sait tous, c'est juste une boucle de réconciliation, donc ça repart facilement. Puis, c'est presque comme du RAID, quoi. Je veux dire, pas besoin de faire du backup quand on a du RAID. Bon, il y a plein de raisons approximatives qui font que, ouais, on n'a pas forcément besoin. Sauf que des fois, il y a des gens qui mettent autre chose et qui auront besoin de faire des sauvegardes pour le Cube. Il se trouve qu'il y a des gens qui mettent des conteneurs stateful avec des données persistantes qu'on a besoin de récupérer. On veut des fois pouvoir migrer les données, la protéger, la mettre ailleurs, faire des migrations, faire de la reprise après sinistre. Donc voilà, quand vous avez des plans de PRA, des choses comme ça, ça peut être bien d'avoir un backup quelque part, pour pouvoir migrer la donnée. Des fois, il existe en prod, en fait, on met des choses, mais c'est pas exactement tout à fait pareil ce qu'on a sur notre dépôt Git. Quand on commence à avoir des mutations webbook, des choses comme ça, on commence à jouer avec Hiverno, avec tous ces outils-là, voilà, qui font des trucs un peu automagiques, si vous remettez la même chose sur un cluster de tête, ça sera pas exactement pareil. Et puis, bien sûr, il y a l'interface chez clavier qui est toujours là pour péter la prod. Comment ? Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, pour faire tous ces backups-là, aujourd'hui, moi, je parle de Velero. Donc, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? Parce que c'est un produit open source, donc gratuit. Bien sûr que non. Non, c'est un outil parmi d'autres. C'est un des plus connus, des plus matures, on va dire, un des premiers qui a fonctionné sur du cluster. Donc, quelques généralités sur Velero. C'est un produit qui a été open sourcé en 2017, donc qui est très très vieux, voilà, qui est plus vieux que ma dernière petite fille d'ailleurs, qui a été racheté par VMware en 2018. C'est intégré à l'offre Tanzu, donc quand vous êtes sur du Tanzu Mission Control, toute la partie backup, migration, etc., c'est géré avec Velero. Et à l'heure où je parle, on est en version 1.9.3. Comment ça va marcher principalement? Il y a plusieurs fonctionnalités, pardon. Ça va permettre de faire les sauvegardes des ressources du cluster, donc tous les objets cubes. On pourra les restaurer, bien sûr. Ces objets, on pourra les restaurer ailleurs pour faire des cas de migration, de la réplication, enfin tout ce que j'ai dit. Et toutes ces choses-là, en fait, ça va être des custom ressources qu'on va mettre dans le cluster pour définir ce qu'on sauvegarde, où on le sauvegarde, quand on le sauvegarde, etc. On va retrouver deux composants.
donc le serveur Velero qui va tourner au sein de votre cluster, et éventuellement un client Velero que vous allez visiter sur votre poste ou ailleurs. Schématiquement, vous avez ça, donc tout à gauche, c'est moi. Je vais dire, tiens, je vais créer mon backup, ça va créer des custom ressources au niveau de votre cluster. Vous avez le backup controller qui va aller régulièrement voir ce qui se passe, et dire, ah tiens, j'ai un nouveau backup à lancer, je vais faire ce qu'il faut, sauvegarder les objets cubes, etc. Et on va exporter ça sur le code provider ou à l'endroit où vous avez défini, vous avez exporté. Pour l'installation, il y a plusieurs fonctions d'installation. Là, aujourd'hui, moi, je fonctionne beaucoup avec Helm. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais bon, ça fonctionne. Voilà, Helm installe, c'est réglé. Pour le poste de client, moi, j'utilise pas mal ASDF. Donc, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez l'utiliser. Donc, voilà, j'installe ça. Et puis, Velero version, ça discute avec mon cluster. C'est bon, je suis la même version. Je suis prêt à travailler. Donc j'ai regardé un peu à droite à gauche tous les how-to quand j'ai démarré sur ce sujet-là, dire bah, tiens comment on backup. Et en fait il n'y a pas beaucoup, je trouve à mon sens, de ressources sur internet pour dire bah, comment ça fonctionne, etc. Ou les simples exemples, c'est bah, je fais un backup à Nginx, je le restore, mais bon, voilà, c'est vraiment assez simple. Parmi les ressources, vous avez le bouquin d'Aurélie Vache qui est ici présente, Understanding Kubernetes in a Visual Way, qui explique un peu comment ça marche. Donc voilà, simplement, Velero Backup, create ma backup, je crée mon backup, derrière ça fonctionne. On va aller un peu plus loin, on peut faire sélectionner certains types d'applications. Avec le selector, on peut sélectionner qu'un namespace, qu'un type d'application, etc., etc. Pour le restore, c'est pareil, un Velero restore et puis en avant. Le schedule, on est sur la même solution. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver à peu près sur 90% des how-to sur Internet aujourd'hui. Sauf que moi, je ne suis pas sur des how-to, je suis sur de la prod. Donc j'aimerais aller un peu plus loin. Petite mise en contexte, aujourd'hui, le client chez qui je bosse et d'autres, il a un contexte particulier. C'est qu'il gère une vingtaine de clusters, principalement chez OVH Cloud et éventuellement Scaleway. La spécificité d'OVH, c'est qu'on est sur de l'OpenStack, donc la partie stockage, on le verra après. On est sur du Swift et Cinder. Scaleway, on est sur des trucs maison. Au niveau des outils qui sont déployés sur les clusters, c'est majoritairement des produits open source, d'où ici Velero. Les applications qui tournent sur la prod, il y a de tout. Voilà, du Drupal, du WordPress, c'est pas bien WordPress. Bon, il y a un peu tout. On fait du backup sur du stockage S3, que ça soit chez OVH ou chez Scaleway. Enfin voilà, c'est un peu indépendant. L'idée, bien sûr, c'est d'être sur des régions différentes si jamais on a un cas de panne. Voilà. L'idée aussi, c'est de pouvoir répliquer les données sur un cluster de test pour faire les tests de montée de version, etc., avec des données fraîches de prod. Et bien sûr, éventuellement, faire du PRA multi-provider. Donc imaginons, on est sur un provider, ça pète, que je puisse le remettre ailleurs. Ou on est fâché avec le provider. C'est possible. Dans la suite de l'talk, je vais parler quelques exemples et je vais me baser sur une application, pas Nginx, mais Nextcloud. Donc, je pense que vous connaissez un peu Nextcloud, solution de stockage de fichiers entre autres et de partage, etc. Pourquoi Nextcloud? Parce que ça résume un peu bien une application où il y a un peu tout à boire et à manger dedans. On va voir, ça se déploie avec du Helm. Il y a un déploiement d'applications, il y a une base de données, il y a du cache Redis, il y a des données persistantes, il y a une ingress, etc. Donc quand vous déployez un Nextcloud, vous avez un peu tout ça comme objet. Ce qu'il y a, c'est qu'en fonction des objets qui tournent, on ne va pas les sauvegarder de la même manière. Donc ok, j'ai déployé mon application sur un cluster français, et on va lancer les backup restore d'après les how-to que j'ai trouvés sur Internet. J'ai Velero Nextcloud, donc j'inclus tout un namespace parce que j'ai décidé de déployer mon application dans un namespace complet. Ok, je décris mon backup, tout va bien, tout est là, c'est succès, c'est nickel. Bon. Ouais, je suis approche, j'ai quand même testé la restauration, Velero Restore Create, etc. Je vois l'état de mon restore, ok, tout est bien, nickel. J'allais un peu plus loin, j'ai quand même testé maintenant que mon API est là, donc je me connecte à l'application, et en fait là j'ai un premier petit problème, c'est quoi? J'ai mes objets cubes qui sont là, mais mes données elles sont pas là en fait.
Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, avec Kubernetes, bah voilà, vous sauvegardez surtout les objets, mais les données persistantes, il faut aller un peu plus loin là-dessus. Mais comment on fait pour sauvegarder des données persistantes avec Velero? Il y a plusieurs manières de faire là-dessus. Donc, bon, je parlais les objets cubes, donc tous les manifestes YAML, là, les trucs que les gens ils n'aiment pas faire, mais ouais, il faut le faire. Ça, c'est exporté sur un bucket S3, très bien. Par contre, tout le reste, il y a 3 types de stockage possibles. Première solution, c'est faire des snapshots des volumes persistés, les PV, via l'API du cloud provider. En fait, Velero va aller piloter le cloud provider via l'API, et puis il va dire, bah, tiens, tu me fais un snapshot de tel volume, etc. Deuxième chose, c'est faire la même chose, quasiment la même chose, mais avec la CSI. Donc en fait, on va dire au cluster cube, ou à la CSI, fais-moi un backup de ce volume-là, et c'est le volume qui va aller piloter l'API du cloud provider pour faire ce qu'il faut. Donc c'est quasiment la même chose. Et le dernier point, c'est bête et méchant, je fais un gros export de mes données avec un outil qui s'appelle Restic sur un bucket S3 ou autre chose. Schématiquement, sur une application Nextcloud, on a ça, donc on a tout ce qui est à gauche, là entouré en rouge, ça va être mes objets cubes simples, voilà, mes ingress, mes services, mes pods, enfin tous ces trucs-là. Quand on fait un snapshot via l'API, à gauche, donc Velero va dire tiens, je fais mon export sur mon bucket S3, et par contre tout ce qui est à droite, c'est mes volumes persistants. Je vais dire à l'API, via l'API du cloud provider, ben, fais-moi un snapshot de mes volumes. Si on fait avec la CSI, c'est quasiment la même chose. Ça a juste changé un peu en bas à droite, vous n'avez pas forcément vu, mais voilà. Et fonctionnellement, vous avez le même résultat. Personnellement, c'est ce que je préfère, au moins il y a moins, on va dire, de customisation pour dire, tiens, je tape l'API AWS, l'API GCP, OVH, Scaleway, etc. Faut-il encore que la CSI le supporte? Donc on a vu mon application, là moi j'avais pas de backup persisté, maintenant je vais vous le mettre en place, comment ça se configure. Sur la partie Velero, alors moi je fonctionne toujours avec elle, mais ce que je disais, bah, il y a 2-3 options à dire, bah, tiens, j'active le stockage, le backup avec la CSI, j'active les snapshots, et je configure un petit init container dans Velero pour dire bah, je vais utiliser justement ce plugin là pour faire les backups avec la CSI. Donc une fois qu'on a ça, on va tester, parce que faut toujours tester. Donc là, j'ai fait sur mon installation personnelle, pour être sûr que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi, et j'ai eu des petits problèmes. Donc je comprenais pas, ça marchait pas. J'ai eu 1 backup, 2 backups, 3 backups, et puis au bout d'un moment donné, plus rien. Donc je suis un peu embêté, parce que pour une conf, voilà, on présente un outil, ça marche pas forcément bien. Et puis j'ai gratté. On a réussi, en échangeant avec le cloud provider, je dis, mais attends, je comprends pas, sur la prod du client ça marche, là sur mon instance ça marche pas, il y a des trucs qui vont pas. Et en fait c'est juste qu'il faut faire attention, en fonction du cloud provider sur lequel vous êtes, il peut y avoir des limites de création de snapshots. Là dans mon cas j'étais très limité, j'avais droit à 20 snapshots. Donc quand vous avez une application qui a 3 PV, ben voilà, vous allez l'avoir 3 fois 6, 24, moins de 5 backups maxi, et après ça va plus marcher. Donc faites attention à ça si vous voulez faire du snapshot. Autre point aussi, quand vous faites du snapshot, c'est pas considéré comme du backup pérenne. Donc je sais pas, enfin voilà, entre les backups et les snapshots, c'est deux concepts un peu différents. Donc moi je vais plutôt utiliser le snapshot sur de la rétention courte, très courte, si on veut vraiment remettre très vite en prod. L'autre point au niveau du backup, ça va être la partie Restic. Là c'est un peu différent, c'est que toujours ce que vous trouvez à gauche, Velero s'en occupe. La partie à droite, en fait, on va aller déléguer la gestion du backup à Restic. Donc Restic, vous allez avoir un daemon set déployé qui va qui va aller voir les volumes des pods et dire bah, tiens, ce volume-là, il est sur telle node, etc. Et on va faire un gros tar GZ ou autre chose et on va l'envoyer sur un bucket S3. Pour déployer Restic, pareil, il y a deux, trois options à rajouter au chartel. Donc au fur et à mesure, votre chart, vos values, ça se rajoute, mais on y arrive. Petite information avec Restic, il y a 2 méthodes de backup. Vous avez l'opt-in, dire par défaut, on ne sauvegarde aucun volume.
Ça c'est bien, et puis vous allez dire explicitement quel volume vous voulez backuper. Dans le cas de notre application Nextcloud, on va vouloir sauvegarder la base de données, les données persistantes. Donc on va mettre des annotations dans notre déploiement pour dire, ben, tiens, de ce pod-là, il faut qu'on backup tel volume associé. Deuxième option, opt-out, ça va être l'inverse, c'est que par défaut, on sauvegarde tous les volumes qui existent. Donc c'est ce qui est par défaut quand vous le déployez depuis les VLEO 1.5. Par contre, il y a des trucs qu'on ne voudra pas sauvegarder. Typiquement sur du Redis, là, sur du Nextcloud, c'est juste pour la gestion de cache. On n'en a pas besoin pour restaurer. Donc en ce moment-là, on va faire pareil, rajouter des annotations, dire bah, on exclut tel volume. Là, on a vu la partie backup. Donc voilà, on rajoute des annotations, on rajoute un peu des choses au niveau de notre short Helm. Comment ça se passe au niveau restauration? Ben, c'est à peu près la même chose. Donc soit on va aller récupérer ce qu'il y a sur les buckets S3, soit on va faire récupérer les snapshots. Il y a 2-3 différences, des choses supplémentaires. On va d'abord valider que les ressources existent, enfin sont compatibles, c'est-à-dire qu'on arriverait à les mettre en place. On peut faire de l'ordre restauré avec un ordre particulier. Aujourd'hui, bon, j'ai jamais utilisé, mais c'est possible. On peut changer de namespace si vous voulez restaurer sur un même cluster l'application, mais sur un namespace différent, et c'est possible de le faire. Bon, après, il y a d'autres soucis, mais c'est possible. Possible de changer des storage classes. Donc ça, c'est utile quand vous faites du cluster multi-environnement sur des cloud providers. La storage class en dessous, c'est pas la même. Donc là, c'est quand même pratique. Il existe un monde incrémental, mais j'y reviendrai. Et enfin, pour les données persistantes, c'est pareil, sur les snapshots, bon, en fait, on va juste récupérer le snapshot et puis on va mapper le montage du volume sur ce... voilà, on va remonter le snapshot, créer un volume et remapper là-dessus. Sur Restic, en fait, on va créer un volume vide et on va aller réhydrater la donnée. Alors ça veut dire quoi réhydrater la donnée? Moi j'aime bien gratter et voir exactement ce que ça veut dire. Bah, c'est simple, vous redémarrez un pod avec un volume vide et vous avez Restic qui va aller récupérer les données. Dans ce pod-là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez en haut droit, Restic Wait, un init container qui dit bah, j'attends. Et tant que je n'ai pas toutes mes données qui sont là, je ne démarre pas. Et une fois que j'ai toutes mes données, vous avez un espèce de tag spécifique. Et une fois que ce fichier-là est bon, ça veut dire que j'ai récupéré toutes mes données. Donc je démarre et je continue. Et tout va bien. Donc on a vu les méthodes de snapshot Restic. Maintenant, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, il y a plusieurs choix. Enfin, je vous laisse lire. Là, il y a des pour et contre sur les deux solutions. Il y en a un qui est chiffré, pas chiffré, ça dépend de la storage class. Enfin, sur du bucket S3, ça dépend où les buckets. Vous avez éventuellement des coûts de transfert pour l'envoi, la récupération. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Voilà, Restic, snapshot, etc. Petit rappel pour ceux qui n'ont jamais fait de backup. Enfin, appel plutôt pour ceux qui n'ont jamais fait du backup, rappel pour ceux qui en font. Il y a des règles qui existent, la plus simple c'est la 3-2-1, c'est-à-dire je veux trois copies de la donnée sur deux endroits différents, et éventuellement un qui soit hors site. Ben, finalement, si on met les deux, on arrive à combler ces solutions-là. Donc moi je dirais utiliser les deux, mais avec certaines configurations pour que ça matche bien. Il y a une espèce de matrice de compatibilité pour que tout ce petit monde fonctionne bien. Donc bien configurer l'opt-in opt-out, en effet, parce que si vous commencez à tout sauvegarder, des fois c'est un peu compliqué. Voilà, il y a la gestion des includes, qu'est-ce qu'on y met, lesquels on a. Pareil, les volumes, etc. Parce que il y a certaines combinaisons qui ne marchent pas. Si on est sur de l'opt-in, donc c'est-à-dire que je spécifie explicitement quel backup je voulais vouloir faire, en fait, si on fait derrière à côté du snapshot, le snapshot il va dire mais attends, tu as fait une annotation pour dire que tu fais un backup explicite, sauf que c'est fait avec Restic, donc je ne le fais pas. Enfin, voilà, il y a une mécanique comme ça. Donc pareil, tester tout ça. Donc, moi ce que je recommande et ce que j'essaye de faire, c'est de dire je fais de l'opt-out par défaut. J'ai un schedule classique qui fait du backup S3, comme ça j'ai des données longue durée que je peux mettre un peu ailleurs. Et du snapshot plutôt court terme, si jamais il y a un gros pépin direct que je puisse très vite remonter sur la prod. Si jamais vous avez un doute, prenez l'outil Restic qui fait du backup S3, ça fonctionne. C'est ce qui fonctionne le mieux. Enfin le mieux, le plus simple.
Donc, je parlais de Restic, je vais faire un petit focus là-dessus, parce que on parle de Velero, mais il y a aussi Restic que je dis depuis tout à l'heure. Restic, c'est un produit qui est encore plus vieux, 2014, donc il est plus jeune que mon troisième, plus vieux que mon troisième. L'idée, c'est en fait, voilà, c'est un outil simple qui fait du backup. Enfin, je ne vais pas la refaire. C'est multi-backend, donc on pouvait faire du stockage local, du SFTP, du S3, etc. C'est plutôt rapide parce qu'il y a du backup, ça gère le backup incrémental. Il a des dupes et c'est sécurisé. En fait, il va exporter les données sur un bucket S3 qui est déjà sécurisé parce qu'il faut vos API, les clés d'API pour y accéder. Mais à l'intérieur de ça, les données sont chiffrées. Donc pareil, le backup incrémental, c'est génial. En fait, la première fois, vous faites un backup complet, puis après, le lendemain, vous faites que le delta. Je me dis, ok, c'est sympa, mais le restore incrémental, bon, c'est un peu un truc particulier, le restore incrémental. Mais bon, j'ai essayé, puis bon, ça marche pas, parce qu'en fait, Restic, ce qu'il fait, c'est qu'il réhydrate toutes les données d'un coup. Donc, voilà. Faites attention, quand vous faites votre calcul de tout ce qui est RTO, RPO, là, le temps de dispo, indispo, enfin, voilà, le temps de remise en place de vos clusters, prenez en compte, compte ça que vous devriez normalement récupérer l'ensemble de vos données. Par contre, un truc qui est cool, ça va être ce que j'appelle moi la restauration partielle, c'est que des fois on ne veut pas restaurer l'ensemble de mon application parce qu'il y a un utilisateur, le pauvre, il a supprimé juste un petit fichier ou un petit truc, bon voilà. En fait, comme Restic, c'est un peu indépendant, enfin c'est pas lié à Cube et à Velero. En fait, vous avez un client Restic qui est possible, vous pouvez très bien aller naviguer dans les fichiers qui sont sauvegardés et y accéder voilà, comme il faut. Donc là, un petit exemple, voilà, j'exporte mes clés, je fais un Restic snapshot, donc là ça me liste un peu les snapshots, je peux aller faire un find d'un fichier, etc. Et je vais les récupérer. Je ne sais pas si je vous rappelais, j'ai dit que c'était secure Restic. En fait, on vous demande un mot de passe. Et jamais à un moment donné dans mon chart Helm, j'ai mis un mot de passe pour dire comment j'allais chiffrer ce qui était sur Restic. Je ne sais pas s'il y a des RSSI dans la salle. Ouais, en fait, Restic, ouais, c'est sécurisé, sauf que sur le chart Helm, en fait, c'est toujours le même mot de passe qui est déployé. Donc faites attention à ça. Voilà, je vous invite à faire cette petite commande pour ceux qui ont du Restic, enfin du Velero installé avec le chart Helm. Voilà, monsieur le RSSI, bon courage. On parlait aussi d'atomicité. L'idée, c'est quoi? C'est pas très atomique parce qu'en fait, quand on fait un gros TARGZ, voilà, entre le moment où on démarre le backup et le moment où ça termine, il peut y avoir des changements. Donc moi, j'ai eu une super idée. Je dis, écoute, on va sauvegarder les pods, enfin les volumes associés aux pods. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon pod. Comme ça, il n'y aura plus d'écriture. Je suis tranquille. Bon, ok, il y a une arrêt de service, mais bon, c'est pas grave ça. Sauf que quand on scale à 0, il n'y a plus de pod, donc il n'y a plus de volume attaché au pod, donc il n'y a plus de volume, donc s'il n'y a plus de volume, il n'y a plus de backup, s'il n'y a plus de backup, il n'y a plus de backup. Voilà. Donc avec tous ces petits problèmes, etc., sachez que Restic, Velero, aujourd'hui réfléchit à changer la solution de backup côté S3 avec Copia, donc c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant ce talk. Et normalement, ça sera intégré sur la version 1.10 qui sortira bientôt. La 1.10, elle est sortie déjà? T'es sûr? Là en release ouais. Ok, alors peut-être le chartel n'est pas à jour. Donc sur la prochaine conf-itération, je parlerai de Copia. Petit point sur les hooks, je sais pas, j'en suis au niveau du timing. Donc là on a vu, voilà, on fait des sauvegardes complètes, etc. Mais on parlait d'atomicité, en effet des fois c'est pas très atomique de faire de ces backups là. Du coup il y a des options pour garantir un peu l'intégrité des backups. Donc avec les Velero, il est possible de mettre des hooks, des pré-hooks, des post-hooks, etc. Donc et tout ça se gère toujours avec des annotations au niveau de vos déploiements. Donc on a la deuxième, la commande, dire quelle commande on va faire. S'il y a une erreur, qu'est-ce qu'on fait? Le timeout, donc le temps que doit prendre cette commande pour faire là. Et le container, donc si vous avez des sidecar containers, vous avez plusieurs containers dans vos pods, vous allez savoir sur quel pod on fait l'action. Le cas typique, on le verra un peu plus tard sur une base de données, on fait un MySQL dump ou PG dump, etc. Si jamais la commande n'est pas disponible au niveau de votre pod, pensez toujours avoir un sidecar container qui contient l'application qui permet de faire les hooks. Donc je disais, en général, quand on parle de hook, il n'y a pas très loin, il y a les bases de données.
Donc ouais, base de données, atomicité, des fois c'est un peu compliqué. Faire un gros tar-gz de /var lib machin, c'est pas la meilleure façon de faire les backups. Du coup, avec les hooks, vous allez utiliser éventuellement fsfreeze, SQL dump, enfin MySQL, pgdump, tous ces trucs-là. Je ne sais pas si vous connaissez fsfreeze, si vous ne connaissez pas, en fait ça permet de faire vous allez freezer votre file system. Donc ça peut marcher sur des backups courts, après si c'est un peu trop long, voilà, ça peut être compliqué. Si jamais ça ne marche pas, en fait il y a des vieux réflexes de sysadmin qui reviennent et dire comment je faisais avant. En fait, on a une base de données qui est répliquée avec un master, un réplica, et on fait le backup sur le réplica. Comme ça, lui, s'il est bloqué le temps du backup, on est tranquille. Il rattrapera son retard plus tard. Si c'est un peu plus compliqué, à ce moment-là, on va sortir ça de Cube. Et puis on va le faire éventuellement sur la base de données managée, et puis vous refilez la patate chaude à d'autres. Voilà. C'est une solution comme une autre. Si jamais vous persistez, alors pas les données persistantes, mais vous persistez, et vous voulez faire ça proprement, en fait je réfléchis, je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de catalogue de services pour sauvegarder ce genre d'applications, enfin des bases de données et autres. Et donc il existe un outil qui s'appelle Canister, donc, je ne sais pas s'il y a des gens de Kasten dans la salle. Non, ils ne sont pas là. Mais Kasten, je crois qui est par Vim, utilise des canisters sur ces parties-là. Donc en fait, ça va faire une espèce de blueprint. Enfin, il y a toute une action propre pour faire des backups consistants d'applications au niveau que vous pouvez utiliser en complément de Velero. C'est bon pour l'instant? Tout va bien. Un cas d'usage justement d'utilisation de Velero que j'ai pu avoir chez mon client, c'était le cas d'une migration cloud. Donc on était sur un ancien cluster qui était compliqué à mettre à jour, à maintenir, etc. On est parti sur du cluster managé, donc toujours chez le même cloud provider, mais avec une classe de stockage différente. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient différentes, et on s'est dit comment on va faire. Donc d'après tout ce que je vous ai raconté, c'est vachement facile. On a à gauche le cluster A, à droite le cluster B, on prend nos couleurs, le rouge, le vert, etc. On fait nos backups avec Velero qui va exporter juste les objets cubes sur mon bucket S3. En vert, les volumes persistés, ça va être faire aussi sur backup S3. Donc mon backup S3, il est agnostique, en fait, on peut y accéder un peu de partout. Et donc mon cluster B, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un restore de ces données-là, et puis ça va aller, quoi. Oui, mais il y a quelques points de vigilance à avoir. Premièrement, toujours le problème, on sait tous, c'est le problème de DNS, ça va être la bascule du DNS. C'est bien calculer le temps entre où vous démarrez votre migration et le moment où vous faites la bascule du DNS. Il faut bien synchroniser là-dessus. Je vois monsieur du réseau là, on va parler firewall, mais voilà, le DNS aussi, c'est un vaste sujet. Faire attention aussi à une des versions de Cube. Normalement, Velero supporte le fait de migrer entre des versions différentes de Cube. Moi, je ne tenterai pas. Il y a aussi possibilité de ne pas restaurer des ressources qui ne sont pas forcément nécessaires. Des fois, en fait, il va tenter de recréer toujours les mêmes custom ressources qui sont déjà là, qui sont déjà présentes. Dans le cas moi, où je fais des tests, je ne vais jamais m'amuser à restaurer les demandes de certificats. On utilise Let's Encrypt. Et voilà, les certificats ils sont déjà là, donc je ne vais pas les en redemander, ça peut poser problème. Surtout si le DNS n'est pas mis à jour avant. Et le truc super intéressant, c'est l'histoire du stockage. Changer le PV, les PVC, enfin le PVP, la storage class à la volée. C'est qu'avant j'étais sur une storage class. En fait, au moment de la restauration, Velero il va automatiquement détecter et faire en sorte que ça tourne comme il faut sur la bonne storage class. Ça c'est super utile. Donc une fois qu'on a fait tout ça, ok, on lance le backup, le backup et restauration. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu long. Tous les objets cubes, c'est facile. Les données persistantes, c'est un peu long. Pour l'exemple, voilà, on a fait une restauration d'un Nexus avec un peu plus de 2 Tera de données. Ça a pris quelques heures. Ce qu'il y a, c'est que pendant ces heures-là, il peut y avoir soit un arrêt de service, soit il se passe des choses en attendant, sur le cluster A, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il existe un flag, je disais, Existing Resource Policy, qui fait une espèce d'update des ressources, mais ça va ne fonctionner que sur les objets cubes et pas sur les volumes persistants. Donc ça marche à moitié. Du coup, comment je pourrais faire? Donc je me dis, tiens, il y a un super truc, c'est je vais débarrer d'abord je vais faire une restauration complète, et après je vais essayer de synchroniser les données un peu plus tard. Comment je pourrais faire? Donc j'ai cherché.
Et là, il y a un super outil vachement nouveau qui s'appelle AirSync. Et ça rigole. Finalement, bah, ouais, j'ai pas trouvé mieux, quoi. Donc je me dis, bah, ok, c'est un peu de la bricole, AirSync, mais bon, ça marche. Alors j'ai fait mes propres applications pod en fait qui vont faire le lien, etc. Bon, ça marche. J'ai trouvé après coup, c'était dommage, mais il y a des gens qui font ça, qui ont fait un petit truc sur GitHub qui font un peu ce que je fais. Mais bon, ça reste quand même de la bricole. Du coup, j'ai discuté avec d'autres collègues qui font du cube, qui ont dit, bah ouais, c'est bien, mais il y a un collègue qui me dit, ah mais attends, j'étais au Red Hat Summit à San Francisco ou je sais pas où. Là, on a vu un super talk avec Cisco qui a fait une migration OpenShift, machin, et ils ont réussi à résoudre ce problème. Je dis, mais c'est génial. Et ils font comment? Alors, ils utilisent OpenShift MTC, Migration Toolkit. Et je dis, ouais, c'est bien, donc je regarde ce qui se passe. Donc, on voit ici, bah, en fait, ils utilisent Velero. Je dis, ah, bah, c'est bien, donc c'est cool. Mais ça ne résout pas mon problème de migration incrémentale, si vous voulez. Et donc, je suis allé voir ce qui se passe chez Migration MTC, et bah, ils utilisent du AirSync. Voilà. Donc finalement, c'était pas une idée si bête que ça. Si jamais dans l'assemblée, il y a des gens qui ont des solutions pour ce genre de truc, je suis preneur. Ok, on va bientôt terminer. Je sais que vous attendez ça avec impatience, les fails. Dans ma longue vie d'admin Cube, en fait, j'ai eu quelques fails de restauration et de backup. On va commencer par le backup. Premier gros problème, l'histoire de la storage location, c'est que je ne définis pas où c'est. C'est ce qu'on a vu au tout début. Ben voilà, ça backup pas, ça va pas marcher. Un truc qui nous arrivait aussi, c'est la partie des timeouts. Quand vous avez des gros volumes, faites Restic, il y a une histoire de timeout, et si vous dépassez, le backup va échouer. Donc faites attention à ça. Ce que j'ai mis là en version code, c'est ce que vous pouvez mettre dans votre chart Helm pour faire en sorte que ça marche. Donc voilà, ça commence à faire. Côté cloud provider aussi, un truc qui était fait au départ, c'est qu'on avait dit tiens, on va sauvegarder tout le cluster sur un gros bucket S3. Sauf que le cloud provider allait dire je ne sais plus combien il y a d'objets, mais il y en avait beaucoup. Et puis ils ont dit ouais, on va se calmer un peu là. Truc qui va vous arriver aussi, les fameux OM-killed. Donc ouais, vous définissez des limites, des requests et des limites sur vos pods. Donc voilà, faites ça, rajoutez des limites. Après, il y a toujours, est-ce qu'on met des limites sur la CPU ou pas? Ça, je vous laisse décider. Par contre, un truc intéressant, c'est que Restic étant en Go, il y a une espèce de garbage collector. Alors, je ne suis pas du tout dev, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais on peut le reparamétrer pour que il y ait une incidence derrière sur la gestion des OM-killed. Donc, pensez-y. Autre point aussi qui m'arrive, c'est l'histoire du log backend. C'est qu'on s'amuse à faire des backup, restore sur des clusters. Donc, à un moment donné, on a le cluster A, cluster B qui pointe sur le même bucket S3. Si on fait mal les choses, en fait, quand il y a un backup qui se lance ou une restauration qui se lance, on va faire un lock du bucket. Et si jamais le lock il n'est pas déloqué, derrière ça ne va pas marcher, quoi. Donc ça c'est marqué. Hein, vous pouvez mettre en mode read-only pour éviter ce qu'on appelle les bucket storage location pour éviter ce genre de problème-là. Autre point. Aussi, je vais enchaîner, c'est sur quand on commence à faire du read-write many ou qu'on a du NFS en local, voilà, faites pas de backup de vos montages NFS, en fait, faites le backup sur les serveurs NFS, ça sera peut-être plus pertinent. Un truc que je me suis dit aussi, j'ai du read-write many, donc finalement j'ai plusieurs volumes, et comment ça va se passer? Est-ce qu'il va faire un backup du premier volume, puis du deuxième volume, puis du troisième volume? En fait, je me retrouve avec 3 fois la même donnée. Non, Velero est assez intelligent pour ça et il détecte que vous avez fait déjà le backup d'un premier volume, donc ça pour du coup ça marche plutôt bien. Côté restore, ce qui s'est mal passé, on parlait au départ des opt-in, opt-out, c'est de dire bah tiens j'annote, je fais des annotations, je fais un restore je sais plus ce que c'est. Ouais non c'est ça, c'est que j'avais oublié un volume à sauvegarder, donc mon élève me dit est-ce que tu peux me restaurer? Je fais bah non, je l'ai oublié. Voilà, ça arrive.
côté sélecteur, on peut sélectionner ce qu'on veut, restaurer. Je vais y arriver. Donc pareil, dans un cas, je voulais restaurer une base de données, mais que la base de données, pas toute l'application elle-même. Donc je me dis, tiens, je vais faire un super select, mon app MariaDB. Sauf qu'en fait, il n'y avait que la base de données elle-même qui était annotée. J'avais pas les secrets, j'avais pas les services, enfin, il n'y avait rien à côté. Donc finalement, ça ne me servait à rien. Donc voilà, pensez un peu à tout ça. Base de données corrompue, ça aussi, on y revient toujours, c'est que voilà, faire copier un /var MySQL, c'est pas top. Donc pensez bien aux annotations. Donc là, on a du script bash, même si bash est mort, monsieur. Voilà, vous pouvez quand même en faire. Là, dans ce cas-là, on fait un dump, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours aller récupérer ce dump-là sur votre pod. Si vous avez les outils qui permettent d'accéder à ce backup-là, à ce dump, pardon. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous faites un cube CTLT-CP, ça va utiliser la commande tar. Donc si vous n'avez pas tar sur le pod, vous ne pouvez pas faire de cube CTL-CP. Quasiment le dernier, je ne sais pas où est-ce qu'on en est au ça va être chaud. Ça va aller. Stateful set disparu, alors ça c'est un bug que j'ai eu bizarrement, c'est que on a migré des applications, le pod est redémarré, mais en fait le stateful set associé au pod n'était pas là. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si vous tuez votre pod, vous n'avez plus rien. Parce qu'il n'y a plus le stateful set associé. Donc c'est ballot. Alors je crois que c'est un bug vraiment particulier quand vous faites de la modification, quand vous êtes sur le stateful set avec des modifications de storage class. Enfin voilà, il y a un truc un peu particulier. Donc dans ce cas-là, moi ce que je conseille, c'est une fois que vous avez fait votre restauration, réappliquer derrière vos déploiements pour vous assurer que ça repart comme il faut, quoi. Et j'en avais un tout dernier qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est mes buckets S3 qui ont explosé. Restix, ce qu'il fait, c'est que, on dit tiens, on fait des backups. Mon backup il va durer un mois. Au bout d'un mois, Restix, il fait un prune. En fait, j'ai le truc de prune qui s'est mis en vrac, et donc j'ai des buckets S3 qui ne marchent plus. Donc j'ai dû créer un nouveau bucket. Et donc là, c'est tout récent, ça date d'il y a 2 semaines. Et donc je suis en train de regarder comment vous aurez-t-elle la solution au prochain talk. Dernier point, ce qui est intéressant avec Velero, c'est qu'on fait du monitoring en ajoutant les métriques. Donc vous avez des métriques qui sont exposées. Et comme toute application, une application qui n'est pas monitorée, c'est une application qui n'est pas en prod. Donc pensez à activer ça, ça vous fait des beaux dashboards pour dire attention, le matin, j'ai mon cluster tout à droite, mon backup il s'est mal passé. Vous pouvez du coup aussi avoir des alertes, être réveillé à 2 h du mat pour dire ah j'ai pas fait mon backup Nextcloud. Bon, ça, à vous de voir si c'est intéressant, quoi. Un truc aussi intéressant, c'est qu'on utilise pas mal aussi, on aime bien Kyverno pour plein de raisons. Vous pouvez avoir des backup policy, vous assurer que quand vous faites des schedules ou n'importe quoi, que c'est compliant à ce que vous avez défini. Il y a la possibilité aussi de dès que vous déployez une application, créer soit les annotations qu'il faut, soit un backup qui inclut cette nouvelle application. Enfin voilà, pensez-y. Pour les gens qui font du custom, il y a aussi les mêmes choses côté custom. Donc dernier conseil, on est pile poil au niveau des temps, lisez la doc, parce que tout ce que j'ai dit là, en fait, c'est dans la doc. C'est un peu caché, c'est un peu obscur, mais ça y est. Bien sûr, vérifiez que vos backups sont dans un bon état, vérifiez les restaurations aussi régulièrement. Nous, on a la chance de pouvoir faire des restaurations régulières quand on fait des mises à jour. Enfin voilà, on a possibilité de le faire. Si jamais ça devient un peu complexe, et je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, Thomas, vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans le cube si à un moment donné ça part en vrac. Et aujourd'hui, Velero, c'est utilisé donc, par OpenShift, par VMware, par Accenture, par nous. Et si vous l'utilisez, je suis disponible pour en discuter après la conf. Et voilà, je vous remercie. J'espère que ça a été assez clair. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, mais en tout cas, je reste dispo, alors soit juste après, soit plus tard. Ouais. Oui. Ouais.
D'accord, ouais. Ok. Moi, j'ai pas ce cas-là parce qu'en fait, on migre pas sur du glacier. Donc pour la question, pour l'enregistrement, c'était faire attention quand on fait du backup sur Scaleway et qu'on fait de l'incrémental et qu'il y a une partie qui part sur de la zone froide. Enfin voilà, on peut se retrouver désynchronisé avec ce qui est sur la zone froide et la zone chaude, quoi. Bon, on va en rester là. Merci en tout cas.